Un écrivain de nationalité chilienne, mais qui a passé la majeure partie de sa jeunesse au Mexique, avant d'émigrer pour l'Europe, l'Espagne en particulier, où il a vécu plus de 20 ans de divers petits boulots et aussi de concours de nouvelles, qu'il gagnait d'ailleurs souvent. Il a construit patiemment une œuvre colossale avant que la mort ne s'empare de lui à l'âge de 50 ans seulement. Robert Amoutio nous en parlait dans notre émission introductive hier avec Raphaël Estève. C'était donc à Blanes, près de Barcelone, qu'il avait choisi de s'installer. Blanes, qui est aussi le titre du premier roman d'Edwige Jeanmar que je recevrai jeudi. Un roman tout entier placé sous le signe mystérieux de Bolaño, vous l'entendrez. Je dis toujours, mais en première partie, Alban Lefranc sera dans ce studio. Il a adapté pour le théâtre le grand roman 2666 sous le titre Barbecue. Enfin, demain, nous parlerons du style de l'écrivain qui se sentait poète davantage que romancier. Florence Olivier a consacré tout un livre à ce thème. Nous évoquerons également avec elle certains de ses romans les plus importants, dont Les Détectives Sauvages. Et aujourd'hui, ce qui constitue sans doute l'un des traumatismes à l'origine de l'écriture de Bolaño, le rapport avec son pays, le Chili, qui a sacrifié bon nombre de ses enfants sous la dictature de Pinochet. Nous en parlons avec l'écrivain et professeur de français Bernardo Toro, chilien d'origine lui aussi. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. No podemos defraudarnos nosotros, ni podemos defraudar a otros pueblos. No podemos caer ni en el escepticismo, ni en la duda, ni en el cansancio. Ni podemos caer en actitudes afiebradas, creyendo, compañeros, que puede hacerse la construcción del socialismo. On ne peut pas tomber dans le scepticisme, ni dans la fatigue, ni dans le doute. On ne peut pas construire le socialisme dans une heure, dans un jour ou dans un an. Personne ne doit retarder l'avance du processus révolutionnaire. Bonjour Bernardo Toro. Bonjour. Vous aviez peut-être déjà entendu ce discours de Salvador Allende. Oui, tout à fait. Au stade de Santiago en 1973. Oui. Donc c'est juste un petit peu avant le coup d'État qui va porter au pouvoir le général Pinochet. Vous-même, vous avez fui, vous aviez 17 ans, la dictature de Pinochet. Je n'ai pas vraiment fui dans le sens où j'avais donc, comme vous l'avez rappelé, 9 ans en fait, au moment du coup d'État. J'étais beaucoup trop jeune pour être engagé politiquement. En revanche, ma famille, qui était de gauche et assez impliquée politiquement, a beaucoup souffert. Votre père était fonctionnaire à l'université. Exactement. Et mon frère, ma sœur aussi, bien qu'assez jeunes, étaient très engagés politiquement au sein de leur lycée. Du coup, l'atmosphère pour les gens de gauche comme nous était assez pesante, assez lourde, soit par des menaces directes, soit par cette espèce de repli obligatoire, puisque les gens de gauche ne voulaient pas participer à la vie sociale chilienne, vie sociale qui apparaissait comme une caution au gouvernement. Donc il y avait une forme d'exil intérieur déjà qui était en place. Ce qui a fait que, avant de me retrouver pour le coup loin de mon pays, nous vivions au Chili un peu comme des étrangers. Et vous êtes parti avec votre famille pour la France. Je suis parti tout seul. Vous êtes parti seul. Et oui. Votre famille est restée alors au Chili. Exactement. Mis à part mon frère qui était venu avant à Paris. Vous êtes arrivé en France et vous avez été d'abord joueur d'échecs. Oui. Une carrière internationale de joueur d'échecs. J'étais venu en France avant, en fait, à l'âge de 14 ans pour un championnat du monde d'échecs. Et je me retrouvais d'ailleurs à représenter le Chili de Pinochet en tant que joueur d'échecs, chose qui était un peu paradoxale et difficile à assumer. Et c'est ainsi que c'est par ce biais-là que j'ai découvert Paris, où vivait mon frère à l'époque, et l'Europe. Et tout d'un coup, j'ai compris que la vie chilienne était extrêmement horrible face à ce que j'ai tout de suite perçu comme étant une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus belle et souriante ailleurs. Est-ce que vos étudiants, vos élèves savent que vous avez fait match nul contre Garry Kasparov ? Je pense pas. En fait, j'enseigne plus. Je m'occupe d'une revue littéraire rue Saint-Ambroise et des éditions rue Saint-Ambroise aujourd'hui. Mais j'enseigne plus. Qui publie une nouvelle, exactement.
Alors, Roberto Bolaño notait dans son livre intitulé Entre parenthèses, c'est un livre d'essai, que les réfugiés avaient été nombreux à choisir la France ou l'Italie, mais plus encore le Mexique et la Suède. Oui, tout à fait. Ça dépend en fait du moment où on a quitté le Chili. La Suède a été le dernier pays à accueillir des réfugiés politiques chiliens. Du coup, il y a énormément des Chiliens en Suède. D'ailleurs, Bolaño remarque d'une manière assez comique que rencontrer des Chiliens exilés en Suède était particulièrement étrange, puisque ces gens-là parlaient, y compris dans les années 2000, un Chilien, un Espagnol du Chili qui datait des années 70, des 73, un Chilien qui n'avait plus du tout cours au Chili. Il y a même aussi des réfugiés politiques aux États-Unis, ce qui paraît paradoxal, puisque on sait que les États-Unis ont encouragé, ont plutôt découragé Allende et encouragé du coup le coup d'État de Pinochet. Tout à fait. Il y en a partout. Beaucoup aussi. Un certain nombre d'entre eux sont partis dans les pays socialistes de l'époque, et ils sont rapidement revenus dans les pays occidentaux, puisqu'ils ont compris que la situation des pays socialistes n'était pas le rêve qu'ils s'attendaient. Alors, Bolaño aussi, c'est un exilé. Certains d'entre eux parlent de cet exil comme d'une expérience épouvantable, mais on a l'impression que pour Bolaño, c'est plutôt une expérience heureuse, plutôt une expérience de cosmopolitisme. L'expérience chilienne ? L'expérience de l'exil ? Oui, bien entendu. Y compris l'expérience chilienne, quand Bolaño revient au Chili quelques jours avant le coup d'État et se retrouve donc en plein coup d'État avec cette répression féroce. Même cette expérience-là, il la vit très positivement. Quant à l'expérience de l'exil, c'est une expérience d'une très grande liberté. Personnellement, je peux témoigner que c'est une expérience très joyeuse. Alors Bernardo Toro, poursuivons cet entretien par l'aspect de l'œuvre de Bolaño qui concerne le plus directement le Chili, à savoir les deux courts romans que sont Étoiles distantes et Nocturne du Chili, peut-être Nocturne du Chili en particulier. C'est d'ailleurs les deux premiers ouvrages traduits par Robert Amuccio aux éditions Christian Bourgois. On en parlait hier. Et ce sont des romans qui font référence à deux personnages qui sont des personnages qui ont existé et qui étaient même des personnages connus au Chili. Les critiques littéraires, effectivement, qui est une référence à peine voilée à un critique littéraire, Ignacio Valente, qui a fait la pluie et le beau temps pendant la dictature militaire. On peut dire un petit peu de qui c'est un individu très, très étrange, puisqu'il est pas mort prêtre, et qu'il appartient à l'Opus Dei, c'est-à-dire la branche la plus intégriste, dirions-nous, de l'Église catholique, qui a dominé politiquement et économiquement le Chili. C'est un personnage qui, comme Bolaño le raconte, effectivement, a appris à donner des cours de marxisme à Pinochet et à la junte militaire. On va en parler peut-être un peu plus tard. Donc c'est un personnage qui a parfaitement cautionné le gouvernement. Il était critique littéraire à El Mercurio, qui était donc un organe, je dirais, officiel, dont on a beaucoup questionné sa participation à la campagne des informations. Et puis l'autre personnage célèbre s'appelle Maria Callejas. Exactement. Maria Canales dans le roman, Mariana Callejas dans la vie réelle, qui était une agent de la DINA, la police politique chilienne, et qui était la femme, la compagne de Michael Townley, qui est donc responsable, avec elle d'ailleurs, et de la mort de Carlos Prat, un Américain. Des armées. Oui, américain. Elle était donc mariée avec cet officier, alors de la CIA, mais aussi des services secrets de la police politique de Pinochet, c'est exactement. Ça ? Et il appartenait à la CIA, il était à Patria Libertad, qui était l'extrême droite chilienne. Donc très vite, après le coup d'État, il s'est vu enrôlé par la police politique, la DINA, et il a perpétré donc des attentats à l'extérieur du Chili, à Washington, où il a tué l'ancien ministre de l'Intérieur chilien, et à Buenos Aires, où il a tué le chef des armées, qui était juste avant Pinochet.
Donc ça signifie que Nocturne du Chili, c'est une histoire véridique. Et d'ailleurs, Bolaño disait, ce n'est pas une histoire, c'est vrai. C'est arrivé au Chili pendant la dictature de Pinochet. Il le disait précisément dans ce très beau recueil d'essais entre parenthèses. Racontez-nous peut-être, Bernardo Toro, la genèse de ce livre qui est justement très lié avec le rapport que entretenait avec le Chili Roberto Bolaño. Oui, en fait, il est parti quand il avait 15 ans. Il faut dire que le rapport que Bolaño entretient avec le Chili est un peu à contretemps parce que il est né en 53, c'est-à-dire qu'il a 20 ans au moment du coup d'État. C'est un âge compliqué, avoir 20 ans, puis ça suppose qu'on n'a pas vraiment connu l'unité populaire et puis la grande épopée socialiste qui précède. Et puis, à cela s'ajoute le fait que sa famille quitte le Chili en 68, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la période socialiste, qui est la période du grand lyrisme révolutionnaire. Donc, Bolaño revient quand il a 20 ans, en 73, encore à contretemps, puisqu'il quitte le Mexique pour aller vivre. Il avait l'intention de rester au Chili, de soutenir le gouvernement d'Allende jusqu'aux dernières conséquences. C'était un soutien. Il appartenait à ce moment-là à aucun parti politique, mais il se sentait proche du MIR, c'est-à-dire de la branche qu'on pourrait situer à l'extrême gauche du spectre politique chilien. Donc, or, il met beaucoup de temps à se rendre au Chili. Il passe par El Salvador, il y reste un certain temps, ce qui fait qu'il arrive au Chili le 30 août, c'est-à-dire 11 jours avant le coup d'État. Et donc encore un contretemps. Et cette série de contretemps va se solder par je dirais, il fait une croix sur cette forme d'engagement politique partisan, et il a une implication politique. Il est jusqu'au bout de sa vie, je dirais, un être politique, très fortement engagé politiquement. Mais cette forme d'engagement politique, il y renonce après cette expérience chilienne, une fois qu'il a été arrêté par les militaires. Il quitte assez rapidement le Chili par la suite et il renonce à la politique sous cette forme-là, en tout cas. Donc ce que vous nous dites, Bernardo Toro, c'est que la vie de Roberto Bolaño s'est jouée finalement à très peu de choses, à savoir un timing plus ou moins proche des événements. C'est-à-dire que s'il était resté un peu plus longtemps dans les pays que vous avez cités avant d'arriver au Chili, ou s'il était resté un peu moins longtemps, vraisemblablement, sa vie aurait été différente. Sans doute. Et ce que j'appelle contretemps a une résolution heureuse. J'accorde pas une notion négative à ce contretemps. Bien au contraire, je pense que cette somme de contretemps fait que le mirage révolutionnaire le quitte beaucoup plus rapidement. Je pense que s'il était arrivé plutôt au Chili, s'il était né peut-être un peu avant, s'il n'avait pas eu 20 ans, et il aurait peut-être gardé cet idéal révolutionnaire et il aurait peut-être été retardé, je dirais, dans sa vocation littéraire par toute une série d'implications et d'engagements politiques. Donc, au fond, cette désillusion, désenchantement a un effet bénéfique sur lui. Alors on va continuer de parler de Roberto Bolaño et de cette période du coup d'État de Pinochet, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu d'abord à Nocturne du Chili et à ces deux personnages dont on parlait tout à l'heure, et ces deux personnages qui vivent dans une maison, et cette maison, elle est au cœur de Nocturne du Chili. C'est une grande villa, Bernardo Toro, et il s'y passe des choses terribles. Oui, effectivement. Et, on torture des gens sous-sol, alors qu'au rez-de-chaussée, il y a des écrivains qui parlent de littérature, des soirées littéraires qui se prolongent toute la nuit, puisqu'à ce moment-là, il y a le couvre-feu, donc les gens doivent rester sur place.
Et pendant ce temps, le mari, cet agent américain de la CIA, fait des expériences avec du gaz sarin et torture aussi des opposants à la dictature militaire. Donc c'est une chose totalement aberrante et difficile à croire, et c'est une sorte de parabole d'une forme de compromission avec le régime. Et tout ça est beaucoup plus complexe que Bolaño ne le raconte. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens, je l'y étais parfaitement au courant. Et d'ailleurs, Mariana Callejas est morte il y a pas très longtemps. L'été dernier. Mais on n'en parlait pas. Et quand Bolaño en parle, et a fortiori dans un roman, ça apparaît comme quelque chose qui ne se fait pas. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on savait, qu'on disait pas trop, qu'on occultait un peu. Et Bolaño a ce geste fort qui consiste à ouvrir ce tiroir, ce placard, et découvrir les cadavres dont tout le monde savait qu'ils étaient là. Et ça pose la question de finalement la réception que on va avoir au Chili de ce roman-là. On en parlera également un peu plus tard dans l'émission, si vous le voulez bien, Bernardo Toro. Je voudrais juste évoquer ce moment dans le livre où, lors d'une de ces soirées, un individu dont on ne sait d'abord pas très bien si c'est un homme ou une femme, un individu complètement saoul, il a bu avec les autres dans les salons, découvre par hasard, en voulant aller aux toilettes, ce qui se passe dans la cave. Vous avez en tête ce passage ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, effectivement, c'est un peu comme ces romans où l'on voit la vie des maîtres au rez-de-chaussée et puis la vie des serviteurs au sous-sol. Mais surtout, il ne dit rien. Il ne dira rien parce qu'il est terrorisé. Et là aussi, on est dans la métaphore de la société chilienne. Tout à fait. Et ayant connu un peu cette période, on a du mal à se rendre compte que le fait de voir des choses bizarres est déjà un risque qu'on court. J'entends par là que souvent les opposants au régime se faisaient arrêter dans la rue et les gens, non seulement leur portaient pas secours, ce qui était un risque beaucoup trop grand, mais regardaient ailleurs, comme si ils voulaient pas voir, puisque voir, être témoin d'un acte de cette nature était déjà compromettant et risqué. Un extrait de Nocturne du Chili. Et il y eut au Chili pénurie, inflation et marché noir, et longue queue pour pouvoir manger, et la réforme agraire expropria les terres qui appartenaient à Farwell et beaucoup d'autres terres. Et on créa le secrétariat national de la femme, et Allende se rendit au Mexique et à l'Assemblée des Nations Unies à New York, et il y eut des attentats, et moi je lus Thucydide, les longues guerres de Thucydide, les fleuves et les plaines, les vents et les plateaux qui traversent les pages obscurcies par le temps. Et les hommes de Thucydide, les hommes armés de Thucydide, et les hommes des armées, ceux qui vendangent et ceux qui contemplent depuis une montagne l'horizon lointain, cet horizon où j'étais fondu dans la masse de millions d'êtres, attendant de naître, cet horizon que Thucydide regarda et où je tremblais. Et je relus aussi Démosthène et Ménandre, et Aristote et Platon, dont on tire toujours profit. Et il y eut des grèves, et un colonel d'un régiment de blindés tenta un coup d'État, et un caméraman mourut en filmant sa propre mort, et ensuite on tua l'aide de camp naval d'Allende, et il y eut des troubles, des insultes, les Chiliens blasphémèrent, inscrivirent des slogans sur les murs, puis presque 1 demi-million de personnes défila en soutien à Allende. Ensuite, ce fut le coup d'État, le soulèvement, le pronunciamiento et les militaires. On bombarda le palais présidentiel de la Moneda, et quand le bombardement cessa, le président se suicida et ce fut tout. Vous écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Roberto Bolaño avec l'écrivain Bernardo Toro. Alors au milieu de ce roman Nocturne du Chili, il y a un passage extraordinaire dans lequel Bolaño, par la voix de son narrateur, raconte comment les choses sont arrivées au Chili, disons à partir de l'élection d'Allende. Il raconte ainsi que la nuit de la victoire d'Allende, il sortit de chez lui et alla à pied chez le vieux critique littéraire, donc qui a pour nom dans le roman Farewell.
Et celui-ci était en train de passer des coups de fil, mais il n'arrivait à joindre personne. Alors ni Pablo, ni Ruda, ni personne d'autre, parce que tout le monde était dans la rue en train de fêter la victoire. Et à son retour, le père Lacroix raconte que par réflexe, ce soir-là, il se remet à lire les vieux grecs. C'est ce qu'on vient d'entendre. Comment vous lisez, Bernardo Toro, ce passage-là et la mise en face à face d'une révolution en train de se faire et de ce prêtre qui s'enferme pour lire les anciens? Oui, c'est sans doute une situation beaucoup plus complexe, beaucoup trop complexe pour lui. Ce qui fait qu'il se retrouve, finalement, il trouve refuge dans une littérature très, très lointaine. Je pense que c'est le cas de beaucoup des gens qui sont restés au Chili, et c'est ceux-là que Bolaño vise dans ce roman. Donc ça vous paraît une attitude qui a été partagée? Effectivement, c'est-à-dire que soit on était opposant au régime et on quittait le Chili, si l'on restait, il valait mieux s'occuper des Grecs et faire preuve d'un grand raffinement, un grand éloignement du coup, parce que il est clair qu'on ne pouvait rester au Chili qu'à condition de fermer les yeux, surtout la bouche, concernant les crimes qui étaient commis. Alors il y a ceux qui ferment la bouche et puis il y a ceux qui, comme Farewell, dansent carrément la gigue le soir du coup d'État. Oui, bien entendu. Je pense qu'on a souvent une image très déformée depuis l'Europe, depuis la France, de ce qui a été le Chili. Il ne faut pas oublier que quand Pinochet quitte le pouvoir, il y a encore 40% de la population qui le soutient. Donc cette image d'un Pinochet sanguinaire qui terrorise sa population et qui est totalement isolé dans une espèce de palais est une image totalement fausse. Pinochet a un soutien populaire important et jusqu'au bout. Et en fait, en réalité, c'est uniquement les affaires concernant la corruption économique et l'argent qu'il détenait en Suisse qui a fait que une partie de la population chilienne l'a lâché. Mais en aucun cas les crimes concernant les droits de l'homme. Et c'est pour ça que finalement, dans ce roman Nocturne du Chili, Pinochet est très peu présent. C'est plutôt les autres qui sont présents, ceux qui sont les Chiliens sous Pinochet. Voilà, comment on peut s'arranger avec ce présent-là et comment on fait toutes les techniques de détournement et d'aveuglement qui sont en place. Il y a des choses à souligner que Bolaño ne fait pas, puisque c'est pas tellement son propos, mais nous savons tous qui avons lu Bolaño que l'un de ses deux grands maîtres en littérature et en ce qui concerne la prose, c'est Borges, et en ce qui concerne la poésie, c'est Nicanor Parra. Or, Nicanor Parra est l'un de ceux qui ont été vus chez Mariana Callejas, et Bolaño n'en parle pas. Et puis concernant Borges, il est... Comment vous expliquez alors ça, qu'il n'en parle pas? Parce qu'il le savait forcément. Parce que il écrit un livre là-dessus, il l'admire, et jamais ces deux choses ne se retrouvent. De la même manière qu'il garde le silence concernant le soutien que Borges n'a cessé de procurer au gouvernement chilien. Et c'est l'un des seuls écrivains qui soit allé au Chili, s'entretenir avec Pinochet, etc., et déclarer clairement son soutien. Là-dessus, Bolaño non plus n'en parle pas. C'est une source d'interrogation pour vous? Je comprends, et ce n'est pas son propos, et effectivement, ce qui est passionnant, c'est que la vie est infiniment plus complexe que les livres les plus complexes. Alors je vous propose d'écouter une nouvelle archive, si celle-ci est prête à être envoyée, je crois que oui, une archive dans laquelle Pinochet tente de faire croire que l'état de droit se poursuit au Chili après le coup d'État. Bernardo Toro. Posiblemente le parece extraño. Nosotros, para hacer respetar la Constitución. Il est possible que cela vous paraisse étrange. Nous, pour faire respecter la Constitution, nous avons dû en sortir. Nous en sommes sortis, mais nous avons établi un certain nombre de normes légales. Nous avons maintenu le pouvoir judiciaire dans toute sa vigueur. Nous avons établi certaines normes à travers des décrets-lois et le contrôleur général de la République les a enregistrés effectivement pour leur donner une valeur légale. Nous avons aussi annoncé un certain nombre d'objectifs légaux, des objectifs légaux qui vont peu à peu
normaliser la situation. Mon général, il y a de nombreux détenus actuellement au Chili. Qu'allez-vous en faire? Écoutez, la junte militaire est consciente de ce problème et nous avons décidé de faire fonctionner les tribunaux. Nous ne les jugerons pas, ce seront les tribunaux qui jugeront et sur des bases légales. Mais je dois vous avertir que nous vivons actuellement en état de guerre, un état décrété par la junte. Aussi, c'est le code de justice militaire qui doit être appliqué, un code qui sera très sévère pour tous ceux qui ne respectent pas la loi. Voilà donc cette archive de Pinochet. Bernardo Toro, vous aviez 9-10 ans au moment où ce discours a été énoncé. Est-ce que vous avez quelques images, quelques souvenirs, ou peut-être de manière plus diffuse, des sentiments sur cette période-là, sur ce moment-là? Je pense comme Bolaño, en fait, le problème c'est qu'il y a une version officielle, je dirais, qui fait que forcément on va évoquer la souffrance que tout cela a pu nous causer. Et je pense que le travail de la littérature, le rôle de la littérature, c'est de montrer que l'expérience humaine subjective est infiniment plus complexe et qu'elle ne répond pas à des critères aussi basiques, aussi, je dirais, mécaniques que et Pinochet égale souffrance, etc. C'est-à-dire que pour Bolaño, Pinochet n'est pas forcément égal seulement à souffrance, c'est ça? L'expérience subjective est plus compliquée, elle est plus diversifiée. Pour répondre à votre question, par exemple, je me souviens parfaitement que le jour du coup d'État, j'étais dans une très grande euphorie, voir les avions qui passaient pour bombarder la Moneda, qui passaient, parce que nous on la vivait tout près, qui faisait trembler les vitres, et je trouvais ça totalement euphorisant. Et je savais qu'il n'y aurait pas cours, et le lendemain, je savais que cette société des adultes allait être bouleversée, ce qui, moi, enfant, me convenait parfaitement. Et donc, ce sont ces expériences qui ne correspondent pas à ce qu'on doit ressentir que la littérature se charge d'accueillir. Et puisque politiquement, idéologiquement, ce que je vous raconte là est assez intenable, il n'y a que la littérature qui peut rendre compte de ces expériences qui sont beaucoup plus multiples et beaucoup plus étranges que l'idéologie voudrait le faire savoir. Alors j'ai dit tout à l'heure que Pinochet lui-même n'était pas central dans Nocturne du Chili, mais il y a quand même cette histoire du père Lacroix, qui lui est le personnage central, qui est donc sollicité par le gouvernement de Pinochet. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Bernardo Toro. C'était quand même quelque chose de particulièrement étonnant dans le roman, et dans la vie aussi du coup. Oui, c'est un épisode assez loufoque, qui est totalement réel. D'ailleurs, Pinochet dit à juste titre qu'il est probablement beaucoup plus cultivé que les présidents qui l'ont précédé, puisqu'il a écrit plusieurs livres, ce qui n'est pas le cas d'Allende, ni de Frei, ni d'Alessandri, tous les présidents qui le précèdent. Et donc, il fait preuve, en fait, et c'est là où Bolaño est très, très, très astucieux, puisqu'il le frappe là où on s'attend pas, et là où on s'attend à le voir frapper, il ne frappe pas. Il fait un portrait d'un Pinochet extrêmement courtois, élégant, et savant, érudit. Parce qu'il demande en fait au père Lacroix de venir lui apprendre, lui donner des cours de marxisme. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il a un bon stratège militaire, il veut connaître comment pense l'ennemi. Et donc, c'est étrange qu'il s'adresse à lui et non pas... D'ailleurs, beaucoup de tortionnaires de la police politique militaire ont pris des cours de marxisme avec les gens qu'ils torturaient. C'était un intérêt assez commun, et à savoir qu'est-ce qu'il fallait savoir, comprendre pour pouvoir rentrer dans la tête de ses opposants. Et alors là, le père en question, le père Lacroix, et c'est là où c'est un personnage aussi intéressant, il y va, mais en même temps, il sent un petit peu le poids de la culpabilité, et il s'attend à être inquiété d'un côté ou de l'autre, mais finalement, il ne se passe absolument rien. Personne alors que tout le monde sait qu'il a donné des cours de marxisme à Pinochet, mais non, tout le monde s'en fiche.
Voilà, et ça tient, et j'ouvre une petite parenthèse, ça tient à quelque chose qui est au cœur du voyage de Bolaño au Chili, qui précède l'écriture du livre, c'est-à-dire que le livre est une réponse à son voyage au Chili. Donc à la fin des années 90. À la fin des années 90, il attend la reconnaissance internationale pour se risquer d'aller au Chili, où il avait un peu peur d'y aller, et on le comprend. Et personne n'est prophète chez lui, donc il savait pertinemment que les Chiliens lui réservaient peut-être une... Donc il a fallu, il a attendu d'avoir cette reconnaissance pour y aller. Et puis il a dit deux choses qui sont assez fortes et auxquelles il tenait beaucoup, puisqu'on retrouve ça dans les Détectives sauvages, et y compris dans le tout dernier discours public qu'il va faire quand il est invité à un congrès de jeunes écrivains latino-américains. Et dans un texte finalement il lira pas tellement il trouve féroce, qui s'appelle « Séville me tue », il dit que les romanciers, et non pas les poètes, sont très soucieux de respectabilité. Et donc, ce sont pour la plupart des gens issus des classes moyennes ou du prolétariat aisé comme lui. Et ils savent pertinemment, ils n'ont aucune envie de retourner travailler au bureau. Et donc, ils se soumettent au pouvoir en place, sachant que le pouvoir, c'est tout, et tout. Et le pouvoir peut tout, on ne peut pas aller contre le pouvoir. Et donc, ils font preuve de soumission. Et il y a dans cette stratégie la loi du silence, à savoir que on ne raconte pas ce que les autres font, y compris quand on peut dénoncer les choses. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bernard de Toro, on va continuer de parler de tout cela avec vous, mais comme chaque jour dans cette émission, nous marquons une pause pour retrouver aujourd'hui, comme tous les mardis, Olivier Moni pour sa chronique hebdomadaire. Olivier, vous êtes, j'en suis sûr, un lecteur assidu de Bolaño. Oui, j'aimerais pouvoir le rester, mais je crois qu'on a vraiment tout publié maintenant. Il paraît qu'il y a un inédit, non ? Et c'est de l'ordre de la croyance désormais. Oui, effectivement, on espère qu'il y a un inédit qui ne serait pas un fond de tiroir, en l'occurrence. Et même les fonds de tiroir, c'est intéressant chez Bolaño, qui reste à sortir. Oui, c'est majeur. Enfin, j'ai rien de très original à dire. Peut-être simplement votre livre préféré. Pour moi, la découverte, le choc absolu, c'est les Détectives sauvages. C'est un des romans essentiels de ce temps. Et juste, ça vaut ce que ça vaut, mais puisque mon métier m'amène à fréquenter, rencontrer, interroger beaucoup d'écrivains, notamment étrangers, je n'ai pas été sans constater que systématiquement, Bolaño est cité comme l'écrivain essentiel de ce temps, avec, je dois dire, l'allemand W.G. Sebald. Voilà. Alors en général, Olivier, vous aimez bien nous rafraîchir la mémoire en parlant ici d'auteurs un peu oubliés. Ce ne sera pas le cas cette semaine puisque vous nous parlez de Francis Scott Fitzgerald. Oui Mathieu, mais pour être plus précis, je vais vous parler d'un Scott Fitzgerald, ou même de quelques Scott Fitzgerald. Je m'explique, le Fitzgerald dont il sera question aujourd'hui n'est pas, ou pas seulement, ou pas exactement l'auteur de Gatsby le Magnifique, pas le romancier donc, mais le personnage de roman. En effet, Fitzgerald, mort comme nul ne l'ignore dans l'oubli, est rapidement devenu ensuite, depuis la fin de la guerre, un personnage essentiel de la psyché américaine d'abord, occidentale ensuite, contemporaine. Seul dans ce registre Hemingway, éternel adversaire, pouvant lui être comparé. Et naturellement, comme tout ce qu'il touche désormais fait mythe, si j'ose dire, c'est aussi peu à peu transformé en personnage de fiction,
pour le pire et le meilleur, bien entendu, comme nous allons le voir. Alors qu'est-ce qui nous ramène justement ces jours-ci à Fitzgerald sous forme d'avatar fictionnel? Un des beaux livres de cette rentrée, Mathieu, Dernier feu sur Sunset, le nouveau roman paru aux éditions de l'Olivier de l'écrivain américain Stewart Onan, consacré aux 3 dernières années de la vie de Fitzgerald à Hollywood, alors qu'il doit affronter un nouvel échec, celui de ses ambitions de scénariste, qu'il mène un combat acharné et sans doute perdu d'avance contre la tristesse, la culpabilité et l'alcool, alors même que dans le même temps, une femme, Sheila Graham, qui sera son dernier amour, lui redonne le goût des beaux lendemains et qu'il parvient enfin à commencer à écrire un nouveau roman. Ce sera, que la mort laissera inachevé, hélas, le dernier Nabab. En attendant, le livre d'Onan est beau, douloureux, classique, peut-être un chouïa trop parfois, et Onan a assez de talent, et je dirais de métier, pour ne pas tomber dans le piège du récit sulpicien et ne pas non plus laisser penser qu'il se serve de Fitzgerald plus que l'inverse. Au fond, c'est un livre sur l'alcool et la solitude, bien plus que sur quoi que ce soit d'autre. Il est d'ailleurs, pour l'anecdote, amusant de noter que cette rencontre avec Sheila Graham, cet amour plus ou moins empêché, fut à l'origine de la fascination pour le personnage Fitzgerald, puisqu'en 1959, Henry King, le cinéaste, adapta pour l'écran le récit qu'en fit Graham dans Beloved Infidel, en français, Un matin comme les autres, avec dans les 2 rôles principaux, Gregory Peck et Deborah Kerr. Alors quels sont ces livres, ces films peut-être aussi qui ont suffi à établir la réputation du personnage Fitzgerald? Des films pas trop, pour être honnête, si ce n'est une apparition un peu folklorique dans le bien peu convaincant Midnight in Paris de Woody Allen. On peut aussi regretter que François Truffaut n'ait pu mener à bien son projet de consacrer un film au voyage que firent un jour ensemble Fitzgerald et Hemingway dans une petite Renault entre Lyon et Paris. C'est une histoire que raconte Hemingway dans Paris est une fête. Non, c'est bien en effet du côté des livres qu'il faut se tourner, et plus précisément des romans. Le premier est le plus connu en France, et pour cause, il a obtenu le prix Goncourt en 2007, c'est Alabama Song de Gilles Leroy. Vous me permettrez, Mathieu, de ne pas épiloguer à l'extrême sur ce livre que je trouve un peu emphatique et qui, de mon point de vue, n'est ni satisfaisant du point de vue de la littérature, ni même de celui de l'exégèse fitzgeraldienne. Ça canarde un peu aujourd'hui. Moi, je vous dirai à la fin de l'émission pourquoi j'aime beaucoup Midnight in Paris. Ah oui, d'accord. Je tiens pour un très grand film. C'est un autre sujet. Ça, je peux l'entendre. Je suis plus sûr de moi sur Alabama Song. Non, le grand roman sur Fitzgerald. Et là, je suis sûr qu'on se retrouverait ou qu'on se retrouve déjà, Mathieu. N'en est au fond pas vraiment. C'est plutôt un récit. C'est Le Désenchanté de Bud Schulberg, disponible en rivage poche. Schulberg était un enfant de la balle d'Hollywood, le fils d'un de ses producteurs qui pourrirent consciencieusement la vie de Fitzgerald dans la Mecque du cinéma. Il fut chargé dans sa jeunesse de servir un temps de co-scénariste et plus vraisemblablement d'homme de compagnie, voire parfois un peu de garde-chiourme, à un Fitzgerald bouleversant, traversé encore d'éclats de génie, mais de plus en plus épars, absolument dédié à l'échec. C'est une peinture admirable d'un homme et d'un moment du rêve américain. Enfin, je finirai, Mathieu, si vous le permettez, avec une curiosité, une pièce de Roger Planchon, que le regretté metteur en scène lyonnais monta au TNP Villeurbanne en 1983, Alice par d'obscurs chemins. Scott et Zelda y dialoguent encore, et Planchon a le bon goût, contrairement à Gilles Leroy, de les aimer autant l'un que l'autre. On aimerait voir alors le bon goût de Roger Planchon davantage que, selon vous, celui de Gilles Leroy. Merci beaucoup, Olivier Monnier. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. On le sait, empreinte de ces journées terribles de septembre 1973 qui ont vu Pinochet et la junte militaire prendre le pouvoir au Chili et pousser au suicide le président Allende. Allende dont voici la dernière déclaration à la radio, ce fameux 11 septembre-là. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen. Placé dans un moment historique que je paierai de ma vie la loyauté du peuple, et je leur affirme que la semence que nous avons déposée devant la conscience digne de milliers et de milliers de Chiliens
ne pourra être définitivement étouffé. Ils détiennent la force, ils pourront asservir, mais ils ne peuvent pas transformer la société par le crime et par la force. L'histoire est à nous et les peuples la font eux-mêmes. On va continuer de parler ensemble, Bernard de Taureau, de cette question de la respectabilité qui vous tient à cœur et que vous étiez en train de développer avant la chronique d'Olivier Meunier. Mais d'abord, peut-être une réaction sur cette archive et redire ce que vous avez d'ailleurs un petit peu commencé d'ébaucher déjà. Ce moment où Roberto Bolaño revient donc juste avant le putsch de 73 parce que il est arrêté quand même pendant 8 jours. Il est arrêté dans un gymnase. Et il en parle dans entre parenthèses. Vous avez en tête ce moment-là ? Oui, tout à fait. Il raconte aussi dans son entretien, et ça c'est un peu intéressant par rapport à l'image qu'on se fait ailleurs du cas chilien, que son éditeur allemand avait mis qu'il était resté 1 mois en prison et qu'ensuite quand son livre s'est pas vendu, c'est assez mal vendu, et qu'il en a publié un autre. Il a mis dans la 4e couverture qu'il était resté 3 mois en prison. Oui. Alors qu'en fait c'est 8 jours, non ? Et c'est 8 jours. Et quand on interroge au Chili Jaime Quesada, qui c'est lui, son contact au Chili, celui auprès de qui il est revenu quand il est arrivé au Chili, Jaime Quesada dit qu'il est fort probable qu'il n'ait pas du tout été arrêté. En fait, qu'il a été arrêté, mais que ça a duré le temps d'un contrôle d'identité et qu'il n'est pas resté 8 jours en prison. Et qu'est-ce que vous pensez être vrai alors ? Je pense... Peut-être que ça n'est pas important d'ailleurs. C'est pas très important, effectivement, mais en tout cas, ça dit beaucoup sur des tas de choses. D'abord sur la difficulté qu'il y a, et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que Bolaño ne voulait pas rentrer au Chili. Et cette histoire l'explique un peu. Et comment peut-on vivre en Europe, profiter de cette image un peu des révolutionnaires ayant combattu Pinochet, et comment cela peut servir une carrière, y compris littéraire. Et beaucoup sont appuyés là-dessus pour pouvoir avoir un écho en Europe, et les Européens, notamment les Français, sont beaucoup prêtés au jeu. Et voilà des choses qui Donc vous avez intéressantes. l'impression qu'il y a une mystification alors ? Vous iriez jusque-là ? Il y a une mystification, il y a surtout une simplification, et je pense que les Français notamment maintenir un rapport beaucoup plus critique à l'égard de ses propres idéaux révolutionnaires, de la gauche française, et un rapport critique complexe, mais quand il s'agit du Chili, intervient très vite une très grande simplification qui fait qu'il y a d'un côté les méchants, d'un côté les bons, et on est un héros ou un bourreau, etc. Et il n'y a pas de possibilité de pouvoir. Et complexifier la chose, ça n'intéresse pas les gens. À partir du moment où la chose devient plus complexe, on vous écoute plus, puisque le Chili sert à maintenir en vie un mythe révolutionnaire, et c'est sa fonction, donc tout le reste n'intéresse personne. Donc 20 ans, en 1973, rappelons que Roberto Bolaño est né en 53, il parle de ses 20 ans inoubliables. Je dois reconnaître que mes 20 ans ont été inoubliables, écrit-il, toujours entre parenthèses. Oui, tout à fait, y compris son expérience chilienne. C'est aussi l'expérience de l'amour ? C'est l'expérience de l'amour, c'est l'expérience d'une très grande intensité de vie, puisque forcément, il voulait combattre, il était dans un terrain hostile, chaque minute qui comptait était précieuse, et du coup, il y a une intensité de vie extraordinaire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tout le mythe qu'on a construit autour de Bolaño me paraît faux. Et il y a un mythe romantique qui s'alimente justement du Chili, mais qui s'alimente aussi de sa mort prématurée, de sa précarité financière, de sa reconnaissance tardive. C'est un mythe
totalement romantique, alors que Bolaño est une figure par excellence très moderne, une figure, un mythe romantique morbide, alors que et quiconque lit les détectives sauvages par exemple se rend compte que Bolaño, l'écriture de Bolaño est un hymne à la joie de vie, et que si on suit les entretiens de Bolaño, on se rend compte que c'est un être extrêmement vivant, extrêmement vital, et qui a en lui une très grande joie, un très grand courage pour affronter ce qui est inévitable dans toute vie, à savoir le poids de la négativité et la maladie. Donc, toute cette construction romantique est, à mon avis, une lecture très mauvaise de l'œuvre Bolaño, qui est, par définition, un hymne à la joie de vivre. Mais alors, pour bien être sûr de vous comprendre, est-ce que cette mauvaise lecture que l'on ferait, selon vous, de son œuvre serait, encore une fois, impulsée par Bolaño lui-même ou par le milieu de l'édition, ou alors c'est que finalement on le surévalue, ou alors c'est qu'on ne le comprend pas pour encore d'autres raisons? Cette mauvaise lecture vient à mon avis, de la vision que la société a sur les artistes. J'entends la vision normative que la société a sur les artistes. Il faut que l'artiste souffre, il faut que l'artiste en bave pour produire une œuvre digne de ce nom. Mais par ailleurs, vous êtes d'accord pour dire que l'œuvre est digne de ce nom chez Bolaño? Absolument, absolument, et ô combien. Mais c'est une œuvre qui n'est pas talonnée par la mort, qui n'est pas une espèce de chant du cygne. Bien au contraire, c'est une affirmation très franche de la vie et de l'amour et des valeurs positives. Bernardo Toro, on pourrait terminer cet entretien sur la place de Roberto Bolaño dans le monde littéraire. Olivier Meunier le disait dans sa chronique, il est quand même placé très haut avec Sebald. Effectivement, c'est dans les milieux littéraires les noms qui reviennent le plus souvent aujourd'hui pour parler des grands classiques modernes. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec cette panthéonisation? Est-ce qu'elle vous semble juste? Et ensuite, comment replacer Bolaño dans le champ littéraire, et en particulier peut-être celui de l'Amérique du Sud? Quasiment une dissertation que je vous demande là en quelques minutes, Bernardo Toro. Je partage tout à fait l'idée qu'on Bolaño est un écrivain absolument essentiel de notre époque, du XXIe siècle. Par contre, moi ça m'intéresse beaucoup parce que en réalité, tous les gens considèrent que Bolaño est un écrivain très important, mais il y a peu de gens qui soient capables de me dire quel est l'apport de Bolaño, quelle est la nouveauté, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau dans le champ littéraire. Et donc, ne pouvant pas répondre à cette question, qui aurait été l'objet d'une autre émission, ce sera peut-être bien l'émission de demain, il faut absolument que vous l'écoutiez. Absolument, je l'écouterai sans faute. Il s'est créé une espèce de fascination pour le personnage, puisque justement tout ce qu'on ne comprend pas est l'objet d'une fascination. Et dans cette fascination, il y a effectivement quelque chose qui est pas forcément très intéressant et qui est exagéré, qui est le fruit de l'ignorance, et alors qu'on ferait mieux de lire attentivement Bolaño et essayer de comprendre quel est l'apport littéraire de Bolaño à la littérature. Et sur sa place, alors parmi donc les écrivains sud-américains, le boom d'un côté, on a parlé de Borges, Garcia Marquez de l'autre, le réalisme magique, est-ce qu'il y a des liens à tisser, une cartographie à faire? Tout à fait. Bolaño, en fait, est un écrivain politique d'une autre nature. Et on a souvent parlé de cette dichotomie qu'on trouve partout, y compris en France, entre l'écrivain qui participe activement au champ social, qui donne son opinion sur tout n'importe quoi, et l'écrivain qui se consacre exclusivement à son œuvre. Et les écrivains du boom, Garcia Marquez, Vargas Llosa, ont beaucoup participé. Vargas Llosa a été candidat à la présidence de la République au Pérou. Bolaño inaugure une nouvelle voie, une troisième voie, et c'est un écrivain très engagé politiquement, mais son engagement politique, il ne quitte pas le champ de la littérature, c'est-à-dire qu'il le fait à l'intérieur du champ de la littérature, il le fait au nom des choses comme la poésie, et il ne politise pas la littérature, au contraire, il littératurize la politique. Y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida
Et l'humour alors? On pourra terminer là-dessus, Bernardo Toro. Il y en a beaucoup chez Bolaño. Énormément. Il y a beaucoup d'humour chilien. Là, pour le coup, je suis bien placé pour en parler. C'est quoi l'humour chilien? Par exemple, quand Bolaño est allé au Chili, Bolaño, lui-même, il croyait pas trop en lui comme poète. C'est très intéressant, encore une fois, puisqu'il devient romancier quand son fils naît, pour des raisons économiques, parce qu'il estime que comme poète, il peut pas gagner sa vie, et peut-être qu'en romancier, il le pourra, et parce qu'il estime qu'ayant un fils, il a cette responsabilité-là. Et au Chili, quand on a lu ses poèmes, on a dit, et ça c'est l'humour chilien, on a dit qu'en tant que poète, Bolaño était un très grand romancier. Merci Bernardo Toro pour cette tranche d'humour chilien. Je vous propose comme chaque jour de terminer cette émission avec des lectures de poésie par Jacques Bonafé. Bonjour. Dans ce deuxième jour autour des poèmes de Sylvia Plath, Ariel, publié chez Gallimard Poche, il y aura Gulliver, le poème Gulliver, et Papa. Qui est Gulliver ? Le père mort alors que Sylvia Plath avait 10 ans, ou Ted Hughes, le poète auquel Sylvia Plath était mariée. Au-dessus de ton corps, les nuages passent. Là-haut, glacé, et un peu plat comme s'il flottait sur une plaque de verre invisible. Sans reflet, contrairement aux cygnes, sans attache, contrairement à toi, tout frais, tout bleu, pas du tout comme toi. Toi, couché là, sur le dos, les yeux au ciel, les hommes araignées t'ont capturé, roulé, entortillé avec leurs chaînes mesquines, leurs combines, autant de fils de soie comme ils te haïssent, lombriques insignifiants qui s'entretiennent dans la vallée de tes doigts. Ils voudraient te faire dormir dans leur réduit minable, conserver cet orteil-ci, cet orteil-là pour leur relique. Sauve-toi. Pose 7 lieues entre eux et toi de ces distances inaccessibles comme il en gravite chez Crivelli. Que cet œil soit un aigle, l'ombre de cette lèvre un abîme. Papa, tu ne me vas pas, tu ne me vas plus, soulier noir dans quoi j'ai vécu, comme un pied depuis 30 ans, blanche et démunie dans la crainte de respirer et d'éternuer. Papa, il a fallu que je te tue. Tu es mort sans m'en laisser le temps. Marbre plein, tonne de Dieu, statue de malheur à l'orteil gris, aussi gros qu'un phoque de Frisco. Et la tête dans cet Atlantique d'épouvante où se déverse un verre morveux dans le bleu, les eaux de nausées merveilleux. Je priais que l'on te repêche de ton trou. Ah, d'où? Les mots restaient coincés dans ma gorge, coincés dans un piège de fil barbelé. Je pouvais à peine prononcer. Je prenais tous les Allemands pour toi et je trouvais la langue obscène. C'était une machine haletante, une machine qui m'emportait comme un juif à Dachau, à Auschwitz, à Belsen. Je me suis mis à parler comme une juive. Il se peut bien que je sois juive. Le père de Sylvia est pro-nazi, sa mère, d'origine autrichienne et juive. Debout devant le tableau noir, papa, sur la photo que j'ai de toi, tu as le menton fendu au lieu du pied, mais tu n'en es pas moins le démon pour autant. Pas moins celui qui a déchiré de ses dents, tranché en deux, mon petit cœur d'enfant. J'avais 10 ans quand ils t'ont enterré. À 20 ans, j'ai voulu mourir pour te rejoindre, joindre. Je croyais que mes os sauraient t'atteindre. Si j'ai tué un homme, alors j'en ai tué 2. 2 avec le vampire qui disait être toi et s'abreuver de mon sang. Ça a duré 1 an. 7 ans si tu veux le savoir. Maintenant, papa, tu peux te rallonger. Il y a un pieu planté dans ton gros cœur tout noir et les gens du village ne t'ont jamais aimé. Ils te dansent dessus et tapent du pied. Ils ont toujours su que c'était toi. Oui, toi, papa. Fumier. C'est terminé. Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Jacques Bonafé qui lit toute cette semaine des textes de Sylvia Plath. Merci à vous Bernardo Toro de nous avoir emmenés sur les terres tourmentées tout de même du Chili bolagnien. Je renvoie les auditeurs à la revue que vous dirigez, rue Saint-Ambroise,
qui traite donc des formes courtes, des nouvelles. Et puis, je signale qu'en parallèle à notre exploration des œuvres de Roberto Bolaño, 2 soirées de fiction lui sont consacrées sur France Culture. Vous pouvez déjà retrouver en ligne celle de dimanche dernier, des adaptations d'Amuletto et de Carnet de bal. Et dimanche prochain à 21h, ce sera des extraits des Putains meurtrières et de Dernier crépuscule sur la Terre, ainsi que du Retour. Cette émission était comme chaque jour réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Jacques Hubert. Un grand merci à Corinne Amar, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau. Demain, nous parlerons notamment du gros roman 2666 de Bolaño, mais aussi des détectives sauvages et de la poésie chez le grand auteur chilien. Ce sera avec Florence Olivier.